En débat au Sénat. Et ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, annonce que les discussions se poursuivront en janvier si le Parlement ne parvient pas à un accord d'ici le 31 décembre. Dans ce cas, une loi spéciale devra être votée pour permettre la continuité de l'État. L'exécutif qui a obtenu une première victoire hier à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé de justesse le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour autant, rien n'est vraiment terminé. Le texte doit désormais repartir au Sénat qui l'examinera vendredi en séance plénière. Il reviendra ensuite à l'Assemblée où les députés auront le dernier mot. 216 pages pour raconter 20 jours derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy publie aujourd'hui son livre « Journal d'un prisonnier » chez Fayard. L'ex-chef de l'État y raconte sa détention à la prison de la Santé après sa condamnation en première instance dans le dossier libyen. Il évoque notamment une petite cellule grise dans une atmosphère, dit-il, où règne le bruit permanent. La défenseur des droits s'auto-saisit de l'affaire de ce petit garçon rasé. Les faits se sont déroulés en février dernier dans un foyer de la capitale géré par l'ASE de Paris. Et dans une vidéo, on voit l'enfant âgé de 8 ans tondu par ses éducateurs en guise de sanction, sans son accord ni celui de ses parents. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Les réseaux sociaux sont désormais interdits aux moins de 16 ans en Australie. La mesure entre officiellement en vigueur aujourd'hui et les principales plateformes n'ont donc désormais plus le droit de conserver ou de permettre la création de comptes pour les plus jeunes, sous peine de s'exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 1 750 000 €. C'est une première dans le monde. Et puis on termine avec un mot de sport car il y a du hand féminin à suivre ce soir. L'équipe de France dispute les quarts de finale au championnat du monde. Les Françaises affrontent le Danemark et après leur défaite face aux Pays-Bas, elles espèrent rebondir pour ne pas quitter la compétition prématurément. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour 2 heures de débat, 2 heures d'information. À 11h30, on va parler de ce qui se passe avec la plateforme Netflix qui veut racheter Warner, Paramount surenchère. C'est un vrai débat. On sera avec Gilles Gansman tout à l'heure et un spécialiste qui va un peu nous expliquer les ressorts de ce rachat. On va avec vous, je vais d'abord vous présenter. Vous êtes là autour de la table pour commenter l'actualité. Andrea Cotarac, porte-parole du RN, bonjour. Bonjour. Théo Hamsaadi, président des Jeunes Républicains, bonjour à vous. Lucas Planavergne, vous êtes journaliste au JDD. Bonjour. Et Serge Guérin, sociologue, et vous avez publié « Et si les vieux aussi sauvaient la planète » aux éditions Michalon. Alors, on n'a pas eu le temps de le traiter hier, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant, un sujet de débat. Faut-il rouvrir les maisons closes? Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est un député RN qui a fait cette proposition en estimant qu'il y avait peut-être moyen de protéger les prostituées, de faire des maisons autogérées, un peu le communisme coopérative. Coopérative. Dites-nous ce que vous en pensez. Pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des chaînes d'opinion? C'est ce que propose Delphine Ernotte avant son audition aujourd'hui. Devant la commission sur l'audiovisuel public, et puis Trump et l'effacement civilisationnel de l'Europe. Et puis on parlera de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier. Irez-vous acheter son livre? 0826 300 300. Je sais que vous allez me répondre non. Néanmoins, la plateforme bien connue de vente par correspondance annonce qu'il est en tête des précommandes, qu'il dépasse même Astérix, figurez-vous. Donc on vous attend. Moi, je voulais commencer avec un coup de gueule, une fois n'est pas coutume. J'ai découvert qu'en Ariège, il n'y avait plus qu'un seul dermatologue installé sur le territoire. Indre, Lozère, Ariège. Oui, c'est Ariège, Indre, Lozère et Nièvre. En 10 ans, le nombre de spécialistes en activité dans l'Hexagone a chuté de 19%. Il n'y a plus que 2880 praticiens. De la même manière, je regardais à Marseille pour un ORL. Vous avez des rendez-vous au mois de mars. Et cette situation est absolument scandaleuse et insupportable. Et à Paris aussi, enfin dans toutes les régions de France aujourd'hui, pénurie des spécialistes qui interrogent, parce que effectivement on pouvait peut-être le prévoir, on pouvait prévoir qu'il y aurait des pénuries de médecins, mais vous pensez qu'il n'y a plus qu'un dermato pour 4 départements. Je ne sais pas comment c'est chez vous. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Serge Guérin, ce sujet-là, il nous touche tous, mais encore peut-être plus tous ces départements qui sont complètement dépourvus de spécialistes.
Oui, on parle souvent de déserts médicaux. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est la France qui devient un désert médical. Absolument. Parce que globalement, c'est à peu près partout, au moment même où vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, fait qu'on en a de plus en plus besoin. Donc c'est vrai c'était pas très complexe à imaginer que ça pouvait se faire. Ensuite, c'était quel type de réponse on met. Il faut aussi noter que, alors, 2 choses comme ça. Une pour l'anecdote, mais c'est pas qu'anecdotique. Le premier choix de sortie des internes aujourd'hui, c'est la médecine esthétique. Ben oui. Donc il y a aussi des choix qui sont faits, qui ont des effets. Deuxième élément, une étude montrait qu'il faut 2,88 nouveaux médecins pour remplacer un médecin à l'ancienne. Ouais. Donc il y a aussi des conditions de fonctionnement qui sont pas les mêmes, parce que les médecins ils sont comme les autres, ils travaillent moins. Et donc il y a aussi tous ces enjeux-là. Et puis sans doute que la notion de vocation est aussi assez différente qu'auparavant. Donc ça c'est le côté social, on pourrait dire sociétal. Et puis de l'autre côté il y a le besoin. Et donc sans doute que il faudrait un peu plus, je vais dire un gros mot, de planification, un peu plus de choix aussi, de décision en disant il y a besoin à tel ou tel endroit. Et donc comme un service social, comme un service. Voilà, donc il y a sans doute un débat à avoir autour de ça, une volonté plus forte. On peut comprendre que les gens préfèrent aller à la mer, c'est pas le sujet. N'empêche que, puisque après tout c'est une médecine qui est quand même largement financée par l'État, je rappelle que les études de médecine c'est à peu près 1 million d'euros ça coûte. Donc il y a aussi alors c'est difficile à réussir. N'empêche qu'il y a aussi sans doute une notion de responsabilité, sans non plus montrer du doigt les gens, parce qu'ils ont aussi droit à leur liberté. Donc c'est comment on concilie liberté et intérêt général. Oui. Non, je suis assez d'accord. La question des déserts médicaux est dramatique aujourd'hui en France. Et pendant longtemps, on a pensé que ça touchait seulement ce qu'on appelle la France périphérique, mais en réalité, ça, vous le disiez, ça commence à toucher également Paris. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que je discutais récemment avec un spécialiste qui m'expliquait que peut-être que quand les déserts médicaux vont commencer à toucher Paris et les décideurs, et qui vont se rendre compte en fait de la difficulté d'avoir des rendez-vous au quotidien, et ben peut-être que c'est là que ça va réellement changer. Et j'ajoute que c'est pas seulement pour la France périphérique, c'est pas seulement une question de désert médical, c'est surtout les sujets. Récemment, il y a une étude sur l'éducation qui est sortie, qui montre comment la France rurale se sent complètement délaissée par rapport aux grandes métropoles en termes d'éducation, en termes de pénurie de professeurs. Donc ça touche tous les sujets, mais effectivement, les déserts médicaux, ça s'accentue d'année en année. Oui. Andrea ? Oui, non, complètement. De toute façon, la santé, c'est un sujet essentiel. Je crois d'ailleurs que les Français le placent dans les priorités. On a des déserts médicaux effectivement dans le monde rural, on le sait, mais aussi dans les grandes villes, pour les spécialistes notamment. On a eu des fermetures de services publics. Je sais que François Hollande, par exemple, avait fermé l'équivalent d'une maternité par mois durant son mandat. Donc, effectivement, on a aussi des fermetures de services publics. On sait que les urgences aussi ferment. Et si vous voulez, on a un autre sujet dont on ne parle pas, c'est le salaire. Oui. Pour qu'il y ait vocation, il faut aussi une rétribution. Dans les zones frontalières, là où je suis né, notamment proche de la Suisse, le salaire d'une infirmière est 4 fois supérieur en Suisse. Ouais. Dans les zones frontalières avec l'Allemagne, le salaire des infirmières en Allemagne est 2 fois supérieur. Ouais. Belgique, 2 fois supérieur. Les aides-soignantes en France sont 10% moins bien payées que la moyenne de l'OCDE. Donc on a véritablement, je partage votre constat, c'est beaucoup plus large, mais on a véritablement un chantier complet à revoir sur la thématique de la santé, parce que les Français y sont très attachés. Oui. Oui, la Théo. question même est de se poser au final, pourquoi paye-t-on des impôts et pourquoi on est aujourd'hui le pays le plus prélevé, et pourquoi les Français, ceux qui travaillent honnêtement, ceux qui galèrent à chaque fin de mois et maintenant même à chaque moitié de mois payent des impôts, si c'est pour qu'au final les 3/4 du pays soient recouverts par des déserts médicaux. Moi, dans mon département, les Hautes-Pyrénées, on a régulièrement des débats sur des fermetures de classes, on a des services publics malgré quelques politiques qui sont un peu du rafistolage, notamment les maisons de France Service. Ça sert un petit peu, je suis d'accord, et il y a des villages qui sont très contents d'en avoir, mais en même temps, en contrepartie, vous avez des classes qui ferment, vous avez une absence totale de médecins généralistes, et vous avez au final des territoires qui sont vidés de tout, de toute vie. Et quand dans des villages, quand dans des communes, vous n'avez ni école, ni poste, une mairie qui est ouverte que l'après-midi, que le premier hôpital est à 1h30, en fait, vous pouvez pas vivre. Et la question est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on va faire des 3/4 du pays qui vit toujours dans des zones rurales et qui sont totalement oubliés.
Parce qu'aujourd'hui, les véritables ghettos, c'est la zone rurale, c'est celle qui n'a plus d'épicerie, celle qui n'a plus de supermarché, qui n'a plus de commerce, plus de boulanger. Le village de ma mère, il n'y a pas de boulanger depuis 2 ans. Et une France sans village, moi j'ai un imaginaire de la France, c'est que la France, elle est évidemment belle par ses villes, par ses métropoles, mais l'âme de la France repose énormément dans ces villages. Tout à l'heure, je voulais parler avec vous du patrimoine notamment religieux, mais l'âme de la France, c'est ça. Et si on la laisse mourir, on laissera mourir une grande partie de la France. Oui, mais c'est... Je dirais même que le reste ne tiendra pas. Les métropoles, elles sont pas comme ça hors sol, quoi. Donc à un moment donné, on n'est plus au temps de Venise. Donc la métropole, elle a besoin du reste. Donc finalement, à force de déséquilibrer, on parlait du désert français il y a très très longtemps, il y a diagonale du vide, mais à force de déséquilibrer, on tuera aussi les métropoles. Mais donc le pays. Mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça qui est quand même un petit peu. Non mais c'était pas franchement prévu. J'avais juste prévu ce coup de gueule. Non mais c'est vrai que chez moi il y a une rue là, qui est en banlieue parisienne qui est fermée depuis 1 semaine pour fuite d'eau. Alors je pense que c'est une fuite très importante, mais samedi, dimanche, personne bossait. Je vois une de mes amies qui a posté sur les réseaux panne d'électricité à Paris dans le 17e arrondissement. Elle appelle Enedis, on lui dit quelqu'un va venir à 14h. 14h, toujours personne. Elle reste chez elle. 18h, elle appelle et on lui dit de ne pas surcharger de la ligne et d'attendre. À 23h, elle rappelle. Le conseiller lui dit c'est incroyable, estimez-vous heureuse, madame, de ne pas être aux urgences où personne ne peut vous soigner, où vous restez 10 heures avant d'avoir un médecin. Enedis, Enedis lui répond ça. Finalement, un technicien arrive à 23h45, donc elle lui dit mais il est où le type qui devait passer à 14h? Il lui dit il a dû se perdre. Donc elle dit à aucun moment on me demande si j'ai des personnes fragiles, il faisait froid, si j'ai des enfants qui ont besoin d'électricité, et elle l'a posté sur les réseaux, on nous oblige à mettre des appareils dernier cri pour vérifier notre consommation à la seconde et on est incapable de dépanner, là je parle de Paris, on n'est même pas de désert médical, on est incapable de dépanner, c'est invraisemblable. Et Enedis par contre pour rappeler constamment, pour vendre des aides à tout va et faire des appels malveillants toute la journée, là par contre il y a du monde, c'est vrai, mais pour intervenir dans des cas comme ça, là il y a moins de voilà, je dis il n'y a rien qui marche, mais mettez moins d'objets complexes chez vous. Oui. Enedis, c'est le courant, c'est l'électricité, c'est le basique. On a Marc qui voulait réagir. Bonjour Marc. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour. Oui, non, mais c'est toujours pareil, la médecine, moi j'étais étudiant en médecine il y a longtemps. Pourquoi ils ont fusionné les facultés dentaire, médecine, pharmacie en une seule année en plus, et en cours d'année, on vous dit non, médecine c'est pas pour vous, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire qu'avant, il y avait une faculté de médecine, une de dentaire, une de pharmacie séparée, et en plus, on avait droit à 2 examens. Ce qui fait que, à mon époque, on en prenait 25%. C'est-à-dire que j'ai redoublé la première année, mais je ne suis jamais devenu médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a 1000 candidats, on en prend 150, et en plus, il n'y a pas d'examen, et puis on a fusionné les facultés. C'est pas normal. Je ne sais pas qui a décidé ça. J'ai l'impression que M. Hollande est peut-être un peu là-dedans, déjà en supprimant toutes les maternités. Et ça, c'est scandaleux. Alors bien sûr, la rétribution des infirmières, vous avez raison. Moi, j'ai des amis, je travaille dans une clinique, qui sont partis en Suisse et ils gagnaient 5 fois plus. Oui, alors un auditeur me signale que le pouvoir d'achat est 4 fois supérieur en Suisse qu'en France. Donc c'est vrai que les salaires suivent aussi. Mais là-bas, par exemple, une infirmière, elle a 7 patients. Là-bas, elle a 3-4 patients à sa charge, elle fait tout. Du repas aux soins et tout ça. Donc elle a un travail plus précis, elle connaît mieux ses patients. Là, elles en ont une vingtaine et c'est impossible, quoi. Voilà, bon, c'est tout ce que je veux dire, mais il faut revenir aux formations, facultés séparées. Et puis voilà, je sais pas pourquoi c'était fait. Et moi, j'étais étonné parce que M. Wauquiez, moi, je suis plutôt tendance droite générale, c'est pas forcément RN. Il avait posé dans ses questions, parmi les candidats à sa primaire, 20e question, est-ce qu'il faut contraindre les internes nouvellement nommés à aller dans les déserts médicaux? Je veux dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passe en médecine, quoi. Donc j'ai dit, mon projet, c'est de refaire des facultés différentes. Voilà. Merci de votre appel, Marc. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Irez-vous l'acheter? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec Andrea Cotarac, Théo Hamsaadi, Lucas Planavergne et Serge Guérin. Alors le livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, paraît aujourd'hui, numéro 1 des ventes avant même sa sortie. Irez-vous l'acheter? 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que l'ancien président de la République a eu raison de publier ce livre? Il y a beaucoup de réticences et d'interrogations sur le sujet. Donc personne ne l'a lu sur le plateau. Vous avez lu des bonnes feuilles? On a publié, oui, le JDD, on a publié les bonnes effectivement. feuilles ce dimanche au JDD. Alors bien sûr, je les ai lues. Alors, il y a des choses qui interrogent dans son livre et qui sont épinglées de diverses manières. Il lâche en rase campagne son fidèle avocat Thierry Herzog, qui a été à ses côtés pendant de très nombreuses années. Ils sont fâchés depuis, mais qui s'est sacrifié d'une certaine manière pour lui. Il tacle le président de la République en disant qu'il est un peu hors sol, qu'il a découvert que 4 jours avant qu'il aille en prison, il allait effectivement être incarcéré. Et puis il y a ces passages, parce que c'est très moi je l'ai lu, c'est très personnel. Il raconte le quotidien, donc le lit est dur, le pain est mou, l'eau de la douche ne coule pas. Donc certains ont dit c'est un peu Martine en prison, il découvre la réalité, la dure réalité effectivement de la prison. Et puis ce qui a interrogé les réseaux sociaux, c'est cette cellule qui est une cellule pour personnes handicapées, qui visiblement fait défaut. Il y a beaucoup de prisonniers handicapés qui n'ont pas la chance d'avoir une cellule comme celle-là, et Nicolas Sarkozy se plaint que le miroir est trop bas. Il ne peut pas se voir parce que c'est fait pour... voilà. Au-delà de l'anecdote, mais il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Il y a beaucoup d'hommages rendus à Carla Bruni, hommages rendus également à Marine Le Pen, qui est une des rares à lui avoir témoigné de son soutien quand il était en prison. Et puis dans ce livre, il y a effectivement quelques petits règlements de compte. Un journaliste, Laurent Valdiguier, qui connaît bien le sujet, dit qu'il s'interroge sur le fait que Nicolas Sarkozy raconte qu'il a transmis les feuilles qu'il écrivait au quotidien à ses avocats, et c'est interdit par la loi. Un prisonnier n'a pas le droit de transmettre une correspondance par son avocat. Bon, je ne sais pas, vous en avez pensé quoi, vous qui avez lu les bonnes feuilles de ce livre? Je pense que, en premier lieu, je pense que ça va intéresser les Français, et nul doute, ça va fonctionner, ça va bien se vendre. Parce que c'est tout de même un président qui est allé en prison, et même si l'expérience a été courte, l'expérience, si je puis dire... elle est marquante. Elle est marquante, et je pense qu'il y a des choses à raconter. Maintenant, il y a aussi, vous avez évoqué Valérie, pas mal de sujets brassés dans le livre. Il y a un autre sujet, je m'adresse à Andrea, notamment sur le Front républicain, qui est important. On voit que Nicolas Sarkozy assume clairement qu'il ne fera pas partie du Front républicain, et c'est finalement une grosse position pour un ancien président, pour un ancien patron des Républicains, de dire que il ne votera pas contre Marine Le Pen ou pour l'autre candidat qui sera face à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella d'ailleurs. Je pense que politiquement ça marque un grand changement dans la classe politique, qui d'ailleurs est déjà suivi par d'autres élus des Républicains. Je pense au sénateur Stéphane Le Rudulier qui a pris position en ce sens également récemment. Donc voilà, c'est une évolution notable, si je peux parler du livre d'un point de vue politique. Oui, clairement c'est une évolution notable. Bon, on connaît l'instabilité à l'Assemblée nationale. Je pense que plus personne ne comprend grand-chose. Non. Il faut savoir que cette situation d'instabilité, ce manque de majorité, ce chaos parlementaire, c'est la conséquence du Front républicain. Oui. De juillet 2024. Un front républicain dans lequel on a pu voir la France insoumise réélire Madame Borne, qui avait été quand même celle qui avait fait la réforme des retraites. J'ai entendu des insoumis expliquer qu'ils ne pouvaient plus voir Monsieur Darmanin. Le problème, c'est qu'ils ont réélu Monsieur Darmanin. Et inversement, vous avez des électeurs macronistes qui ont élu un fiché S condamné pour violence en réunion, comme Raphaël Arnaud de la France insoumise. Donc, s'opposer à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, c'est pas un programme. Et je pense que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président de la République, sent aussi un petit peu le pouls de la société française qui souhaite une majorité stable, un cap, et essayer d'aller de l'avant. Donc je pense que finalement c'est un peu le cours de l'histoire. Oui, c'est ce qui est ressorti principalement, effectivement, l'aspect politique du livre. Théo, vous qui
qui êtes du côté des Républicains. Comment vous comprenez du parti du président ? Écoutez, moi j'ai jamais été un grand partisan non plus du Front républicain, parce qu'effectivement combattre un parti, c'est pas un programme. Moi je me bats justement pour que mes idées, les idées de la droite, puissent arriver au pouvoir, pas contre tel ou tel parti. Moi je me bats pour qu'au final notre pays retrouve sa souveraineté, retrouve sa puissance, retrouve sa grandeur. Je me bats pas simplement contre l'arrivée au pouvoir d'un parti. Après par contre je vais m'opposer au Rassemblement national, parce que je pense que son projet n'est pas le bon pour la France, parce que je pense qu'il répond pas à l'enjeu de ma génération sur la dette, sur la prospérité de ma jeunesse, et puis sur tout le changement de doctrine qu'on doit voir sur le fonctionnement de l'État, sur le rôle que doit avoir l'État, notamment dans l'économie. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un front républicain tout de même à avoir. C'est un front républicain contre la France insoumise, et je m'inscris totalement dans ces propos, parce que quand on a un parti qui est ouvertement et qui tient ouvertement des propos qui sont très contestables sur l'antisémitisme, qui en même temps propose d'abandonner le délit d'apologie du terrorisme, qui en même temps passe sa vie à défendre les islamistes dans les quartiers, dans les villes, notamment je pense à Montpellier. Quand on a un parti comme ça qui s'affiche ouvertement avec des gens aussi dangereux pour la stabilité du pays, en fait, il n'y a pas d'autre réflexe à avoir que de les combattre partout où nous serons. Après, moi, je pense aussi aux électeurs de droite. Et les électeurs de droite, ils n'attendent pas qu'on soit aveuglé par tel ou tel parti. Ils attendent que nous, on parle directement aux Français avec des idées de droite, avec des valeurs de droite fortes, et notamment c'est ce qu'on fera en 2027, parce que ce qu'on a fait, la politique de papa qui a lieu depuis quelques décennies, ça marche pas. On le voit aujourd'hui, la défiance envers les politiques, c'est aussi un résultat de ça. C'est des politiques qui ont été souvent aveuglés par telle ou telle chose, et qui au final ont oublié une seule chose, c'était l'intérêt de la France et l'intérêt des Français. Alors on a Julien en ligne qui nous appelle de Chambéry. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous allez acheter le livre de Nicolas Sarkozy ? C'est une certitude que je vais l'acheter, oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes un militant LR ? Vous êtes du côté de... Oui, depuis tout jeune, voilà. Vous savez, le genre de militant qui se lève à 3h du matin, quand j'étais plus jeune, bien sûr, pour coller les affiches, faire chercher, etc. Mais un militant également déçu. Voilà. Et c'est vrai que la figure de Nicolas Sarkozy, on a un peu du mal à faire le deuil de sa personnalité, tellement il avait réussi à fédérer. Et c'est vrai qu'il avait compris une chose, c'est que la droite ne peut pas gagner seule, et que et c'était déjà le cas en 2007, alors vous imaginez maintenant, comme c'est encore plus le cas, et d'autant plus que les parlementaires LR, pour moi, ne savent plus trop où ils habitent quand on voit leur attitude vis-à-vis du vote du budget, du vote de confiance vis-à-vis de l'Ocornu. Quand je vote LR, c'est pas pour voter pour la majorité présidentielle. Donc, je pense qu'il faut... Pardon, oui, allez-y. Oui, donc moi quand je vote LR, c'est pas pour donner un quitus à la majorité présidentielle qui, depuis maintenant 8 ans, mène la France dans le gouffre. Donc je pense que j'en veux beaucoup aux dirigeants actuels, et je regrette la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui était quand même très fédérateur, qui avait probablement certainement des défauts, mais qui avait quand même au moins réussi ce mérite-là, c'est-à-dire de rassembler la droite autour d'un projet pour faire en sorte qu'on puisse gagner les élections, parce que seul, on ne peut plus gagner. C'est pas possible. Donc vous seriez prêt à une union des droites et à un rapprochement avec le RN ? Moi, que ce soit avec le RN ou n'importe qui d'autre, moi je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un programme qui est commun, comme ce qui a été fait en Italie. Et il s'avère que ce qui a été fait en Italie, ça marche. Moi, je ne demande pas à ce que tout le monde pense comme moi, mais qu'on se retrouve sur des valeurs communes et qu'on puisse ensuite gagner les élections. Parce qu'un parti seul ne pourra pas gagner. Pour gagner l'élection, il faut faire plus de 50% des voix. Donc il faut qu'on se mette d'accord autour de la table, qu'on mette les égos de côté et qu'on se dise sur telle thématique, on se met d'accord sur un socle commun, ce qu'avait réussi à faire la gauche en 81, ce qu'ils avaient réussi à faire en 97, et on part unis aux élections. Moi, quand je vois que parfois dans des circonscriptions, on se retrouve avec lors des dernières législatives, on s'est retrouvé avec un candidat de droite qui a aidé à faire élire François Hollande, parce qu'il n'a pas voulu, quand un candidat de droite a fait élire le candidat concurrent à Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'ai plus de valeurs en commun avec Nicolas Dupont-Aignan qu'avec un ancien de la CGT, vous voyez. Je ne comprends pas du tout l'attitude des LR. Je pense qu'il faut se mettre d'accord, qu'on trouve les candidats qu'il faut dans les bonnes circonscriptions. Lorsqu'on peut avoir un candidat commun, on le fait. Quand il y a un candidat sortant de la droite patriotique, de la droite patriote, on soutient. Et puis, c'est comme ça que ça
ça fonctionne. Sinon, on ne pourra jamais y arriver. Ce que vous dites, oui, témoigne de la défiance, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, de la défiance vis-à-vis des politiques et de cet intérêt particulier de chacun qui ressort. On va en reparler dans un instant. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Mais c'est l'heure de découvrir le cadeau qui est au pied du sapin. Je sais que Serge Guérin regarde avec envie mon petit sac cadeau. Alors, très joli d'ailleurs. Vous pouvez gagner aujourd'hui un bon d'achat pour le site Maison Scarlett, un bon d'achat de 200 €. Maison Scarlett, c'est la marque de boîte à bijoux. Vous avez beaucoup de bijoux, vous avez des bracelets. Juliette m'a dit que c'était une excellente marque. Absolument, c'est une très bonne marque. Chouchoutez vos bijoux, vos colliers. Et donc vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 pour gagner ce bon d'achat pour le site Maison Scarlett. À tout de suite. Et puis Serge Guérin, vous répondrez peut-être à ce que disait notre auditeur à propos de Nicolas Sarkozy et du deuil qu'il n'arrive pas à faire de lui. Et puis irez-vous acheter le livre de Nicolas Sarkozy, 0826 300 300. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Dans la maison familiale, il y a allongé sur le lit dans la chambre, il y a le papy qui est très faible. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio, nous parlons de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Théo, vous allez réagir dans un instant à ce que disait Julien, notre auditeur, sur l'union des droites. Vous vouliez parler, vous, Serge, plus particulièrement du livre en lui-même? Alors, vous savez, là j'ai parlé aussi en tant qu'auteur, mais vous connaissez les TGV Non. Oui, mais quel rapport avec les livres? Là, c'est les EGV. C'est-à-dire que c'est quand même l'écriture à grande vitesse et l'édition à grande vitesse. Moi, je suis impressionné par le temps qu'il a mis pour écrire, le temps qui a été mis pour éditer. Donc c'est quand même une très belle performance éditoriale de ce point de vue-là. Juste une parenthèse, certains éditeurs précisent perfidement que pour imprimer un livre, il faut quand même réserver. Aujourd'hui, c'est très compliqué, la pénurie de papier. Donc il y a un créneau qui a forcément été réservé très très en amont pour pouvoir imprimer le livre. Parenthèse refermée. C'est ça prouve en tout cas un professionnalisme de l'édition qui est à noter et de l'écriture qui est à noter. Donc je regarde ça de ce point de vue-là. Deuxième élément, évidemment, juste avant les fêtes de Noël, donc on peut imaginer que ça sera un chouette cadeau parce qu'il est assez fin, je crois, le livre. 250 pages. Donc pas trop cher, 200, tout ça, donc on peut l'offrir assez bien. En termes de livres et de cadeaux, je propose à nos auditeurs d'acheter Marc Bloch. Non, même pas. L'étrange défaite de Marc Bloch. Je pense qu'ils apprendront beaucoup plus et qui nous parlent d'aujourd'hui, 1940 et finalement aujourd'hui. Et je pense que ça sera beaucoup plus utile peut-être. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, alors on peut aussi remarquer que le livre reste quelque chose qui, en termes de symbolique, en termes d'émotion, en termes d'imaginaire, reste très fort. On sait que les gens lisent de moins en moins, mais écrire, en tout cas publier un livre, reste quelque chose d'extrêmement important et permet de faire sérieux. Nicolas Sarkozy n'a pas besoin de ça pour faire sérieux, n'empêche que c'est aussi une manière d'être dans l'espace public d'une manière plus, entre guillemets, intellectuelle. Et ça, c'est bien joué. Mais tous les livres ne fonctionnent pas. À signaler que celui de Jordan Bardella marche plutôt pas mal. Il y a un regard d'intérêt quand même pour le livre politique. Jordan Bardella, pour certains politiques. Bien sûr. Oui. On ne donnera pas de nom de certains. Il y a des immenses flops par ailleurs. Il y a des immenses flops par ailleurs. Il y a des anciens ministres. Je crois que Xavier Bertrand, ça marche pas très bien. Non. Et il y a Marine Tondelier, non, il y en a une qui c'est pas terrible. C'est pas terrible non plus. Non, mais Jordan Bardella est à près de 60 000 il faut voir exemplaires. Les fils au sens de dédicace. Des centaines, des milliers de personnes. C'est assez humiliant pour un auteur. Oui, je voulais réagir à ce que disait Julien. J'ai un auditeur aussi qui dit le vote pour le Front républicain a implosé dans la mesure où il suppose le vote pour LFI, qui est un parti au moins aussi dangereux pour la France que le RN. Je partage totalement son avis. Concernant l'union des droites et ce que disait Julien, pour moi c'est un sujet très important parce qu'effectivement cette question elle revient régulièrement ces derniers temps. Moi j'aimerais dire que je ne crois pas à l'union des droites, notamment à travers les étiquettes partisanes et les potentiels candidats à la présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour la présidentielle, justement, on va se ranger derrière un homme, derrière une femme, derrière un projet qui est clair. L'union des droites signifierait déjà qu'il y ait d'autres droites. Je pense que le RN officiellement aujourd'hui ne se dit pas de droite. Marine Le Pen ne se dit même pas de droite aujourd'hui. Et puis quand elle doit choisir entre Bruno Retailleau et Olivier Faure, elle a tendance un peu à hésiter. Apparemment, les deux votent la même chose. Le PS et les LR. Bruno Retailleau n'a pas voté et sa position était très claire. Donc effectivement, l'UMPS est toujours en vie. La position de Bruno Retailleau était très claire sur le PLFSS. Mais concernant l'union des droites, en fait,
faut être cohérent. Je pense que les gens ont détesté le macronisme et le en même temps. En 2027, les gens voudront revenir vers une ligne idéologique qui est très claire, vers un programme qui est très clair. Le pays aujourd'hui, il fait face à des défis hyper importants sur l'immigration, sur la sécurité, sur la dette, sur le social aussi, sur la pauvreté qui s'accentue chez les classes les plus précaires. Et on ne pourra pas y répondre par un en même temps de conglomérats de partis qui au final ne se correspondent pas tout à fait. Moi, j'ai pas trop grand-chose en commun socialement et économiquement avec le Rassemblement national. Non, donc, mais ça vous il vous a pas échappé que Jordan Bardella est largement en tête des intentions de vote. Donc ce que vous dites se justifie, oui, mais dans ce cas-là, se confirme avec, avec une volonté d'aller vers quelqu'un de plus radical. Il y a une volonté effectivement de radicalité, en tout cas il y a une volonté de réponse ferme et franche. Moi je suis désolé, mais quand j'ai vu Bruno Retailleau à Beauvau, j'ai vu aussi de la franchise et j'ai vu aussi une forme de radicalité. Quand je vois et j'écoute ses propos, quand j'écoute aussi les premières idées qu'il développe notamment sur l'aspect économique, je vois aussi une forme de radicalité que les Français ont envie de retrouver à droite notamment. Et je pense que la droite gagnera, notamment si elle est droite dans ses bottes, si elle reste effectivement indépendante, mais qu'elle parle à tout le monde. On n'a pas vocation à être seulement la droite conservatrice, libérale ou modérée. La droite en 2027, si on veut revenir au pouvoir, si la droite, même au-delà des Républicains, veut revenir au pouvoir, elle doit parler à tous les Français, effectivement de toutes les droites, mais plus globalement à tous les Français, même au-delà de la droite. Vous avez entendu ce que disait Julien tout à l'heure. Il ne fait pas le deuil de Sarkozy parce qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui dans les LR. Bien sûr, mais Sarkozy, il est d'une campagne, il est d'une aventure. Cette aventure, on va la créer, on va l'écrire tous ensemble en 2027. Et moi, j'ai peut-être quelques noms en tête, même un nom en tête qui me plairait bien, mais bon, ça on verra, ce sera un autre débat. Un mot peut-être sur cette union c'est-à-dire que les LR en 2027, je ne sais pas, mais les LR en 2025, aujourd'hui, sont fondus dans le macronisme. Voilà, ils sont fondus dans le macronisme. Si vous voulez, moi, c'est pas de droite-gauche ou je ne sais quoi, c'est que le parti aujourd'hui qui rassemble le plus, qui est le moins sectaire, parce que le RN est le groupe à l'Assemblée nationale qui vote le plus de textes qui ne sont pas estampillés RN. C'est-à-dire que quand ça va dans l'intérêt des Français et de la France, on n'hésite pas à voter pour. Vous remarquerez, et peut-être que l'expression de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du Front républicain est peut-être aussi liée aux remontées des équipes d'Éric Ciotti, votre ancien président des LR, qui a rejoint la grande alliance avec Marine Le Pen, qui a créé l'UDR. Pourquoi est-ce que ces gens ils nous rejoignent? Moi, dans ma région, il y a un maire LR d'Ardèche, conseiller régional avec Laurent Wauquiez, qui nous a rejoints aussi. Pourquoi? Vous parliez d'en même temps. Vous avez Laurent Wauquiez qui explique que c'est tout sauf fait les filles, soit... Mais aux législatives 2024, M. Wauquiez a été réélu député face au Rassemblement national grâce aux électeurs de Mélenchon. Ouais, mais on ne peut pas contrôler les voix après. Je comprends, moi, et avec le respect que j'éprouve, je comprends que l'électeur LR, et même le cadre LR, et même les élus LR, ne se retrouvent plus. Vous avez M. Retailleau qui dit qu'il faut voter contre le budget de la sécurité sociale, et puis vous avez des députés LR qui votent pour. Pardon, mais... clarifiez votre position et puis on discutera de 2027 plus tard. Elle sera clarifiée en 2027 justement. Alors, je voudrais qu'on parle quand même des maisons closes. Donc là, c'est un sujet qui a été remis dans l'actualité par Jean-Philippe Tanguy. Il dit que ce n'est pas la réouverture des maisons closes telle qu'on l'imagine. Ça, c'est Sébastien Chenu qui précise. L'idée est de permettre aux prostituées de se mettre dans une sorte de coopérative où elles géreraient elles-mêmes un endroit qu'elles définiraient et qui leur donnerait également des droits sociaux qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Parce que, évidemment, la prostitution existe toujours, que toutes les tentatives qui ont été faites pour pénaliser le client, contrôler la prostitution, ça ne fonctionne pas. Donc, bonne idée, mauvaise idée. Lucas, vous êtes un peu jeune peut-être. Mais je peux quand même avoir un avis sur la question. Et mon avis est plutôt favorable pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permettra, je pense, de mieux encadrer, de mieux contrôler. L'État pourra fixer des règles strictes, il pourra y avoir des contrôles sanitaires, on pourra peut-être lutter plus efficacement contre les réseaux clandestins. Évidemment, ça peut permettre de protéger davantage les travailleuses du sexe que dans la rue avec des MAC de façon clandestine. Et je voulais faire un parallèle avec le trafic de cannabis. Parce qu'en France, on voit bien, parce que c'est le même sujet, qu'on s'attaque aux consommateurs dans le cas du cannabis, on s'attaque aux clients dans le cas de la prostitution. Et en fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas depuis des années. Donc ça a montré que ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'en tout cas, cette proposition de Jean-Philippe Tanguy mérite débat, et d'ailleurs elle fait débattre depuis hier, chacun y va de son avis, et c'est déjà ça à mon avis d'en débattre. En tout cas, on pourrait le tester pour voir ce que ça donne. L'inverse a déjà prouvé que ça ne fonctionnait pas. Ouais.
Je ne sais pas, Théo. Non, je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet qu'on n'a pas traité même depuis des années, et notamment un prisme plutôt sur la jeunesse, la prostitution des mineurs, parce qu'il y a une grande précarité chez les étudiants et chez les étudiantes également. Est-ce que ça luttera contre la prostitution des mineurs? Telle est la question. Moi, personnellement, je n'y crois pas en tant que tel, parce qu'au final, même si on impose un cadre légal, forcément, il y aura des comportements humains qui vont dépasser ce cadre légal-là, et on va retrouver aussi des dérives et des drames très certainement. Donc moi, mon avis, honnêtement, il n'est pas tranché sur la question. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de dogme à avoir sur ces positions-là. La question est de savoir comment on peut au mieux protéger ces jeunes femmes et ces jeunes hommes aussi qui se prostituent, et notamment la prostitution étudiante. Vous allez nous dire peut-être, André Cotarac, vous êtes porte-parole du RN, pourquoi cette proposition? On va y revenir dans un instant. 0826 300 300, êtes-vous favorable à la rouverture d'une forme de maison close pour la prostitution? On aura un auditeur juste au retour de la publicité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions donc de cette proposition du député Jean-Philippe Tanguy de rouvrir les maisons closes. Alors c'est une proposition qui était assez ancienne. Appelez-nous et on va prendre Jacques dans un instant. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de rouvrir une forme de maison close pour protéger les prostituées? Stéphane nous dit mais ces femmes payent des impôts, l'État ne les protège pas, elles sont maltraitées, etc., etc. Donc déjà, d'où sort cette proposition? Sur le timing, comme on dit, de cette proposition, parce que beaucoup de gens ont dit, mais Jean-Philippe Tanguy travaille sur le budget, pourquoi est-ce qu'il sort cette proposition? La réalité, c'est qu'il en avait parlé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que c'est le journal Le Monde qui a décidé, comme par magie, de rédiger un article là-dessus, et l'ensemble du système médiatique a embrayé là-dessus. Voilà. C'est pas plus mal qu'on en débatte, parce que je pense que ça dépasse les partis, ça dépasse les individus. Je pense que chaque personne a son point de vue et chaque personne réfléchit à ce sujet. Moi, je pense que ça va dans le bon sens, même si ça ne réglera pas totalement le problème, mais ça va dans le bon sens parce qu'on va protéger les prostituées, parce qu'elles pourront se soigner, parce qu'elles pourront être suivies, parce que le statut proposé par Jean-Philippe Tanguy, c'est une coopérative, donc il n'y a pas de patron, ce sont elles qui s'auto-organisent là-dedans. Maintenant, est-ce que ça va mettre à bas et stopper les réseaux criminels? Probablement pas. En tout cas, je pense que ça va dans le bon sens, et si on a un minimum de bénéfices à avoir là-dessus, eh bien écoutez, prenons-les. Alors on a Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci d'avoir pris mon appel. Écoutez, puisque la mode est au label, il va falloir en attribuer aux maisons closes, parce que j'estime qu'elles ne vont pas toutes être gérées de la même façon. Ceci étant, pour ce qui concerne la sécurité, je pense que c'est mieux ou moins mal, comme on veut, que la rue. Ouais. Parce que il faut savoir que les filles qui sont dans la rue sont à 80 ou 90% sous la pression d'un proxo. À Marseille, on les voyait en voiture déposer ces pauvres femmes sur le trottoir et venir les récupérer avec l'argent qu'elles avaient gagné. Donc ça, je pense que d'un point de vue de sécurité, c'est mieux. Après, par ailleurs, une maison close, elles peuvent la quitter. Un proxo, on ne le quitte pas. Si on le quitte, on peut le payer de sa vie. Voilà. Dans un premier temps, je pense ça. D'accord. Donc vous y êtes favorable, vous êtes plutôt favorable à cette... À condition que ce soit bien encadré, que ce soit bien encadré, qu'il y ait des contrôles, voilà, parce que... On vous a perdu, Jacques, mais on entend donc ce que vous nous dites, Théo. Vous entendez ce que... Non, mais c'est du bon sens si on prend après. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler? Est-ce qu'on va pouvoir créer effectivement ce type de maison close? Bien sûr, de toute façon, il ne faut pas être enfermé dans des dogmes, surtout sur des questions qui sont aussi sensibles que celles de la prostitution et au final de la vie de milliers d'hommes et de femmes. Après, effectivement, cette question-là, elle est différente en fonction de l'aspect personnel, en fonction de la personne en elle-même. Mais en fait, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que disait André Cotarac, c'est que toute garantie de sécurité pour quelconque personne est bonne à prendre. Encore faut-il maintenant que ces garanties soient justement garanties et qu'au final la politique de l'État en la matière soit ambitieuse. Au final, on s'est aperçu que tout ce que faisait l'État ces derniers temps était un peu mis en échec par la réalité. Donc je crains effectivement que si l'État met en place une nouvelle politique publique en faveur justement de la sécurité des prostituées, on fait face encore une fois à un échec.
Parce qu'en Espagne, les maisons closes sont autorisées. Ça ne se passe pas toujours très bien non plus. Hein. Il y a eu des interventions. C'est pas binaire, je pense. Face à la réalité, l'être humain est parfois perfide et parfois mauvais. Il n'y a rien de binaire, il n'y a rien de facile dans ces questions-là. Oui, absolument. Mais en tout cas, ça a le mérite de remettre le sujet. Oui, pardon, Serge Guérin. Je crois qu'il y a vraiment. C'est d'abord très intéressant de voir combien il y a de choses à dire sur la question. Bien sûr. Et que ça reste quand même une problématique. On dit souvent, c'est le plus vieux métier du monde. C'est quand même pas pour rien. Et donc ça intéresse tout le monde. C'est aussi intéressant de se rappeler que c'est le sujet sur lequel la différence femmes-hommes est souvent assez importante, parce que pour les femmes, la prostitution est souvent apparaît comme une forme de sécurité. Pendant que les hommes, entre guillemets, vont voir certaines prostituées, il y a moins de risques de viol et ainsi de suite. Donc, il y a eu toujours ça dans la culture globale. N'empêche que c'est très présent chez un certain nombre de personnes. Et voilà. Donc il faut le dire. Pour discuter. C'est pas une question de penser ou pas. Mais les femmes sont plus préoccupées, je pense, de la santé, de la sécurité de ces prostituées. C'est plus sous cet axe-là que de se dire, si mon mec va voir une prostituée, ce sera moins dangereux. Je n'ai pas dit ça, c'est encore autre chose. Vous avez dit quoi ? J'ai pas bien compris. Ça, c'était aussi ça. Un certain nombre de femmes préféraient en effet que leur compagnon aille voir une prostituée plutôt qu'elle ait une maîtresse attitrée, par exemple. Il y a eu tout ça, donc tout ça, ça joue. Je rappelle que d'ailleurs, c'est pas que des femmes, c'est aussi des hommes qui se prostituent. Mais en tout cas, ça reste très très présent dans l'univers. Deuxième élément, toutes les politiques qui ont été mises en place, et d'ailleurs on parlait de Sarkozy, c'était lui qui avait interdit sous sa présidence le racolage dans les rues, parce que ça faisait la pornographie et tout ça. À chaque fois qu'il y a une décision qui a été prise, ça a rendu cette activité plus risquée pour les personnes qui les faisaient. Donc de ce point de vue-là, c'est à chaque fois un échec. Et à chaque fois, ces femmes ou ces hommes allaient de plus en plus loin, on les voyait de moins en moins et prenaient donc de plus en plus de risques. Donc il faut aussi voir les réalités pour ces personnes-là. On estime qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui ont cette activité. Donc là encore, c'est quand même une problématique, je crois, assez forte. Et donc d'essayer de trouver une solution qui a été testée ailleurs, qui fonctionne assez bien aux Pays-Bas par exemple, et pas totalement idiot d'y réfléchir. Ensuite, je trouve qu'il y a une originalité aussi dans ce qui est apporté, c'est cette histoire de coopérative. C'est-à-dire que c'est d'abord. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous n'aurez pas une mère Macrel qui va se détacher dans le fonctionnement de. C'est comme dans toute association et ainsi de suite. N'empêche qu'essayer de trouver une solution, parce que de toute façon, les gens iront voir des prostituées. Donc, essayer de trouver une solution qui permette un peu d'échapper à cette précarité est loin d'être idiot. Et par ailleurs, que ces femmes et ces hommes s'organisent et donc créent des formes de coopératives. Après tout, en tant que défenseur de l'économie sociale et solidaire, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et c'est aussi une manière d'essayer de sortir un peu des règles trop capitalistes. Donc c'est quand même super intéressant d'à partir de là, finalement, d'essayer d'innover, de trouver des solutions qui ne seront pas parfaites, c'est évident, mais qui peuvent peut-être permettre, en tout cas à une partie de ces personnes, de sortir de l'emprise. Parce que le problème derrière, je ne vais pas être dans la morale, le problème derrière, c'est les réseaux de proxénétisme, c'est des femmes parfois mineures, c'est de l'esclavage sexuel et ainsi de suite. C'est quand même ça les éléments les plus importants. Et donc, si on regarde juste ça, on peut se dire que c'est peut-être une piste qui permettra d'améliorer les choses. Alors, on a Jérôme Gage qui était hier l'invité de Jean-François Aquili. Écoutez ce qu'il disait de cette proposition. Dans leur palette, il manquait ce que j'appelle moi une forme de populisme sexuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, c'était mieux avant les maisons closes, donc on va caresser la nostalgie que certains auraient. Moi, j'ai du mal à comprendre populisme sexuel. Vous dites. Bah oui, parce que c'est l'idée selon laquelle, en gros, c'était mieux avant, et on va organiser des nouvelles maisons closes, parce qu'on peut appeler ça système coopératif de travail partagé. Bon, ça reste un système de domination sur les femmes, la prostitution avec les conséquences que ça a. On va enfermer dans des maisons des femmes et dire que c'est super et chacun va pouvoir y aller en toute bonne conscience. Moi, je ne considère pas que ce soit le progrès humain. Non, mais simplement, Jérôme Gage est socialiste et ça s'entend. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez bien ici, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais on a essayé de prendre un peu de hauteur, essayer de convaincre l'autre, essayer de discuter. Est-ce que c'est sur la santé? Est-ce qu'on va abattre les réseaux criminels? Et quid du statut de la coopérative, etc., etc. Jérôme Gage, lui, il a dit la proposition RN, d'accord. Eh bien, c'est du populisme sexuel. Voilà. Et finalement, on a quelqu'un qui aborde des sujets que personne n'a abordés. C'était mieux avant. Je veux dire, personne n'en a parlé. Donc, je pense qu'il est ras des pâquerettes. Voilà, et c'est un peu dommage. Et juste, il faut rappeler que Marthe Richard, qui est celle qui avait, ancienne prostituée, qui avait fait voter cette loi, à la fin de sa vie, disait que peut-être que ça n'avait pas été une bonne idée. Donc voilà, donc faut être, je crois, assez nuancé. Et puis il n'y a pas de vérité, comme souvent d'ailleurs, sur un sujet pareil.
Bon, on a notre gagnante et bah oui, c'est pas vous qui avez gagné, Serge Guérin. C'est Béatrice de Latte qui est dans l'Hérault et elle a gagné à notre grand jeu Sud Radio un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Donc c'est une marque de boîte à bijoux pour chouchouter vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres. Voilà, c'est à toute la journée sur Sud Radio et c'est jusqu'au 24 décembre. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Restez bien à l'écoute, il y a de très très beaux cadeaux à gagner. Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer de commenter l'actualité. On va parler du Louvre. On va voir. Encore oui, parce que. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Non, mais le Louvre, oui, il y a le rapport d'expertise qui a été rendu. Et là, on tombe de l'armoire. On va parler. On va parler foot également. Et puis. Des petits mots sur le vote d'hier avec vous, Serge Guérin, à l'Assemblée nationale. Pas du tout. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Andrea Cotarac, Théo, porte-parole du RN, Théo Hamsaadi, président des Jeunes Républicains, Lucas Planavergne, journaliste au JDD et Serge Guérin, sociologue. Je rappelle votre dernier livre, Et si les vieux aussi sauvaient la planète. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Théo, coup de gueule, on aurait pu aussi... oui, on va traiter ce sujet sur le Louvre. Oui, sur le Louvre et même plus globalement sur la culture en France. Le Louvre, c'est un peu le sommet de la culture, c'est ce qui se voit le plus, c'est un peu le pavillon de la culture française, le plus grand musée du monde. On pourrait penser que la 6e puissance mondiale puisse bien traiter son plus grand musée, celui qui est facteur d'un tourisme incroyable pour elle. Et au final, pas du tout. On se rend compte que les ordinateurs sont du siècle dernier, qu'au final, les caméras étaient bien branchées sur l'endroit où les voleurs des bijoux de la couronne sont arrivés, mais qu'avec 4 minutes de retard, puisqu'il n'y avait pas assez de place sur l'écran, ils n'ont pas pu voir en fait ces voleurs rentrer. Et on se rend compte au final depuis des semaines que le Louvre est sous-investi alors que c'est un joyau du patrimoine français, qu'en son sein il y a les bijoux de la couronne, qu'il y a notre héritage monarchique, impérial et puis aussi une grande partie de l'héritage des derniers siècles. Et moi j'aimerais vraiment porter un coup de gueule au final sur la politique culturelle en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment il y a toute la question de l'audiovisuel public en ce moment. Il y a plusieurs milliards notamment sur l'audiovisuel public, notamment dans le PLF 2025, enfin pour 2025, le poids de l'audiovisuel public représentait 4 milliards d'euros. Le plan pour le Louvre, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Ensuite, il y a un autre sujet qui est très important et qui est sous-investi, c'est notamment nos églises, notre patrimoine religieux. Il y a un an, la conférence des évêques de France établissait notamment qu'il y avait 4000 églises en péril. 4000 églises en péril. Moi, je comprends pas très bien ce pays qui met autant d'argent dans un audiovisuel public. Je crois en l'audiovisuel public, il n'en est pas question de le contester, mais... où est la stratégie? C'est-à-dire que vous avez une grande partie de ce qui fait la France, de ce qui fait l'histoire de France, le Louvre, mais aussi nos églises. Chez moi, dans notre Pyrénées, on a plein d'églises qui sont dans un état de délabrement. Même partout en France, il y a des églises qui sont détruites. Depuis les années 2000, il y a près de 70 églises qui ont été détruites, notamment par manque de moyens. Où est la logique? Où est la stratégie du ministère de la Culture dans autant financer l'audiovisuel public qui, en même temps, manque de pluralité et de représenter parfaitement les Français, quand il laisse de l'autre côté, au final, une grande partie de notre patrimoine mourir. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience de tout ça, qu'on puisse sauver nos églises, pas non plus en les rendant payantes, parce que pour moi c'est pas la question, mais en ayant une stratégie claire. On peut se poser la question sur les grands, on l'a traité ici, mais sur les grands édifices religieux, comme c'est partout le cas dans le monde. J'y suis opposé. Pour moi c'est le lien entre l'église et l'État, notamment qui résulte de la loi 1905, ça impacte. Si l'État n'arrive pas à faire sa mission, ce n'est pas aux visiteurs, aux touristes ou même aux pèlerins, parce qu'au final dans cette logique-là, chaque homme est un pèlerin. On n'a pas à faire le tri parmi les hommes pour les faire entrer dans une église. Donc moi, sur cette question-là, je pense que c'est à l'État de se saisir de cette question-là, parce qu'il a pris en charge des églises qu'il n'est pas capable de financer et de restaurer. Pour beaucoup de Français, l'église, c'est le seul patrimoine de leur village. Tout à l'heure, on parlait de ces territoires où il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus rien, mais il y a toujours des églises. Et ces églises-là, c'est la fierté. C'est pas seulement un côté religieux, c'est un côté historique, c'est un côté, c'est une forme de repère. Donc il faut réinvestir ce champ-là. 5 € pour visiter Notre-Dame, ça me semblait pas. Moi, j'étais assez d'accord avec Rachida Dati. Moi, c'est pas tant une somme, c'est plutôt une question de symbole. Bon, on rediscutera pas. Après, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Ce qui est plus inquiétant, c'est les rapports
qui servent à caler des portes. Je veux dire, c'est quand on voit, et c'est ce qu'a raconté, je ne sais plus quel député qui est allé visiter, voir le centre PC du Louvre, qui en aurait pleuré, quoi, en voyant un petit KGB avec 4 écrans en noir et blanc. C'est le plus grand musée du monde. Andrea Cotarac, ça vous fait réagir? Non, oui, tout à fait. Bon, alors d'abord, je ne sais pas si Madame Dati, ministre de la Culture, est toujours chez les LR ou pas, parce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà au pouvoir concernant la politique culturelle, mais c'est pas du tout une provocation, c'est juste que je ne sais pas du tout où se situe Madame Dati, si elle est macroniste ou si elle est toujours LR. Par ailleurs, les rapports sur le Louvre sont absolument catastrophiques. Alors effectivement, on a eu le vol avec justement un point de faiblesse à l'endroit précisément où les voleurs sont entrés. C'était déjà indiqué dans un rapport précédent, rien n'a été fait. On a eu la directrice du Louvre, vous avez parfaitement raison, qui a été auditionnée et qui a dit effectivement on a fait une erreur, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, 2 semaines plus tard, il y a des fuites avec l'eau qui passe dans les galeries. Enfin, l'État en ce moment est en état de déliquescence. Voilà, c'est-à-dire que notre plus gros bijou, le plus grand musée du monde, à savoir le Louvre, est aujourd'hui dans un état de faillite quasiment, parce que cette directrice a fait des investissements qui étaient accessoires pour renouveler leur salle de cocktail, leur salle à manger, je ne sais quoi, et les éléments élémentaires, à savoir faire en sorte que la pluie ne rentre pas dans le Louvre, à savoir que des voleurs ne puissent pas rentrer dans la galerie Apollon, ça passe à la trappe. Pardon, mais il faut à un moment donné qu'il y ait des responsabilités dans ce pays. Ouais. Quand on subit ça, pardon, mais cette directrice devrait normalement être limogée depuis belle lurette. Oui. Le rapport, je vous conseille de lire les différents articles qui rapportent un certain nombre de faits. Donc, le PC sécurité du musée trop vétuste qui manque d'écran pour visionner simultanément toutes les images des lieux sensibles du musée. L'enquête démontre qu'une caméra extérieure a bien filmé la nacelle qui se mettait en place pour atteindre la fenêtre du musée, mais que les images n'ont pas été visionnées tout de suite. Et puis, il y a un problème de formation de ces agents qui ne sont pas suffisamment formés. Mais c'est le cas de toutes les sécurité privée, enfin quand vous voyez la façon dont on est contrôlé à l'entrée d'un certain nombre de lieux, il y a quand même un vrai problème. Pour vous, Lucas? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et c'est dramatique pour la France, et ça, je pense que malheureusement, ça... Comme le Louvre a un rayonnement international, cette histoire a aussi un rayonnement international. Récemment, j'ai rencontré une famille d'Américains qui étaient de passage en France. Ils m'ont parlé que de ça. Ils m'ont parlé que du Louvre, comment c'est possible, mais où sont les bijoux de la couronne? Est-ce qu'ils vont les retrouver? Est-ce que c'est pas déjà revendu? Donc, pour le dire de façon simple, ça nous fout la honte. C'est l'image de la France qui est touchée. L'image de la France est touchée, et je pense que les Français, en fait, parce que le Louvre, c'est quelque chose qui nous appartient à tous finalement. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous, et je pense que ça touche et les Français et encore une fois notre image à l'international. Ouais, Serge, est-ce que tout le monde sera d'accord on est d'accord. Ce qui est important, c'est le patrimoine. C'est nous. C'est-à-dire est-ce qu'on aime le pays suffisamment pour aussi mettre des moyens, sachant que l'État n'a pas de moyens. Donc on est quand même aussi dans une problématique assez large. Il y a des priorités. Quand on met 4 milliards, combien sur l'audiovisuel public sur l'audiovisuel public? Non, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards. 4 milliards. Oui, non mais je vous écoutais sur les écrans et tout ça. Quand je vois comment tournent dans les villes des systèmes pour repérer si la voiture s'est garée 5 minutes de retard, et là tout de suite ça tombe dessus, et là les gens interviennent pas. Enfin, il y a quand même des effets un peu particuliers. Et donc, on n'a pas su hiérarchiser. 2, en effet, on responsabilise pas. À un moment donné, en effet, il faut que les gens partent. Il y a des responsables. Il y a des responsables, c'est très fort. Et puis, qu'on dise aussi, alors, il faut sans doute faire aussi plus de partenariats public-privé, parce que je pense que l'État ne pourra pas tout financer, et que dans les petites villes et autres, c'est aussi, parce que ça participe d'un rayonnement évidemment culturel, évidemment d'une certaine manière spirituelle, mais aussi tout bêtement économique. Les gens, ils viennent aussi dans un endroit parce que c'est beau, parce qu'il y a des choses à visiter, ainsi de suite. Et puis il y a des métiers derrière. On a vu avec Notre-Dame tous les métiers que ça a développé. Et aujourd'hui, certains de ces métiers d'art s'inquiètent beaucoup de la suite. Or, vous voyez, j'ai entendu les chiffres. Il y a vraiment largement besoin de compétences et de femmes et d'hommes pour travailler dans ces secteurs-là. Donc en plus, ça serait plutôt bon pour l'économie. Et là, de ce point de vue-là, ça reste en France. On ne va pas aller chercher ailleurs. Donc du coup, on a tout intérêt à développer une économie peut-être plus patrimoniale, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie le futur. S'inscrire, c'est l'histoire d'Arendt. Le monde commun, c'est les morts, les vivants et le futur. C'est les trois. Eh ben c'est penser à ça d'abord. Et donc finalement, ça donnerait sans doute du bien au pays et aux Français d'avoir plus de focalisation sur ces sujets. Lucas, votre coup de gueule?
Oui, alors vous disiez qu'on allait parler de foot. Malheureusement, c'est bien le problème, c'est que je vais pas tout à fait parler de foot. C'est plutôt de politique. Voilà, parce qu'il y a des décisions qui défient toute logique, et là, celle de la FIFA est clairement l'une de celles-ci. Choisir la rencontre Égypte-Iran comme match dédié à la fierté LGBT pour le mondial 2026. Alors on dirait une mauvaise blague, mais c'est parfaitement réel. 2 pays où l'homosexualité est fortement réprimée, où les personnes LGBT vivent dans la peur. Et c'est cette affiche-là qu'on choisit pour célébrer la diversité. Alors, on va être honnête, ce match des fiertés avait été décidé avant le tirage au sort, donc on peut laisser le bénéfice du doute à la FIFA, mais il y a un autre problème en fait derrière. C'est que cette instance, elle n'est pas censée faire de politique, elle ne devrait pas faire de politique. Faire des opérations de communication sur ce genre de sujet, finalement ça ne fait qu'embrouiller tout le monde. On peut évidemment être pour l'égalité, mais venant de la FIFA, ça ressemble quand même beaucoup plus à du slogan qu'à un engagement réel. Donc au final, personne n'y gagne. Les personnes LGBT n'y trouvent aucune protection de plus. Les supporters ont l'impression qu'on instrumentalise leur passion. Et la FIFA passe encore pour une institution qui prend des décisions incompréhensibles au lieu de simplement faire sa mission, c'est-à-dire organiser le sport. Donc le football peut rassembler, il peut sensibiliser même quand c'est fait sérieusement. Mais là, c'est simplement une décision incohérente, inutile et absurde. Vous avez suivi, Théo Saadi? Oui, j'ai suivi. Moi, j'ai simplement hâte d'une chose, c'est de voir comment concrètement ça va se matérialiser sur le terrain le jour du match, parce que je vois mal les joueurs iraniens arborer un drapeau LGBT. J'étais pas au courant, mais les 2 pays... Alors, ils n'étaient pas au courant non plus, je pense. On prend les homosexuels en Iran, par exemple. Donc, je vois pas très bien comment. Donc, ces pays-là, ils vont même refuser, non? Non, mais à mon avis, oui, ils vont refuser. C'est-à-dire qu'il s'agirait, je pense, d'arborer des brassards, effectivement. J'ai du mal à croire. Quand on voit qu'en Ligue 1, en France, il y a déjà des joueurs qui refusent de porter ces brassards, j'ai du mal à voir comment les joueurs iraniens peuvent le faire. Oui, non, c'est assez étonnant que la FIFA utilise, et précisément ce match-là. J'aurais pu dédier ça à la compétition ou je ne sais quoi. Alors effectivement, l'Égypte, l'Iran, les homosexuels sont réprimés. Et ça se passe aux États-Unis, dans lequel aussi il y a des États. Bien sûr. Fédérés américains qui discriminent d'une manière ou d'une autre les homosexuels. Donc c'est assez étonnant que la FIFA ait décidé de ça. Et ça pose une réelle question sur l'objectif de tout ça, puisqu'évidemment que les 2 pays, en tout cas les 2 fédérations, risquent de ne pas du tout accepter ça. Et je pense que ça va créer des remous, y compris dans toutes les fédérations. Alors ce qui fait plaisir, c'est que d'habitude on dit la France marche sur la tête, et là on peut dire la FIFA marche sur la tête. Ça fait plaisir, on est passé sur et encore une fois, ça avait été décidé avant le tirage au sort qui a eu lieu la semaine dernière, et donc on peut leur laisser le bénéfice du doute, mais ils auraient pu aussi se rendre compte que ça allait pas du tout et ne pas l'annoncer finalement et changer de date. Non, là ils ont décidé. Je pense qu'ils n'ont pas vu l'incohérence. On se retrouve dans un instant. On va parler, un petit coup de projecteur suite au vote d'hier avec vous, Serge, et puis Andrea, mystère sur votre coup de cœur ou le coup de cœur que je ne connais pas. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Serge Guérin, c'est un coup de projecteur suite au vote d'hier. C'est vrai qu'on ne l'a pas traité parce que je pense que les Français sont un peu, moi y compris, lassés par ces débats, par cette tambouille politique, ce compromis. On n'y comprend pas, enfin on comprend, mais on n'a pas trop envie de comprendre non plus. Mais vous vouliez faire un éclairage. Alors, je crois que vous avez parfaitement raison. Oui. La plupart des gens, mais même les députés. Oui. D'abord, il y en a combien qui ont lu tout le truc? Parce que c'est impossible à lire. Par ailleurs, il faut être vraiment des spécialistes et tout ça. Non, au début, j'étais dans l'idée de faire un 3D. J'avais envie parce que Le Cornu avait parlé qu'il ferait une loi sur la décentralisation et je trouvais ça assez intéressant. Je m'étais dit il y a la notion de démondialisation, il y a la notion de décentralisation, puis il y a la notion de dénormalisation, sortir des normes. Et puis tout ça finalement revenait à des histoires de nouvelles frontières. Donc j'étais là-dedans. Puis finalement là hier ça a été les 4D. On est passé les 3D au 4D. 4D c'est la dette. Parce qu'on la laisse péter dans tous les sens. Sûr. Et alors, tout le monde s'en fiche. Enfin, c'est assez fascinant. Pas tout à fait tout le monde. Voilà. Mais globalement, vraiment. Deuxièmement, le déni. Je suis assez fasciné. J'avais un collègue, Olivier Galland, qui avait fait un article qui s'appelait « La sociologie du déni ». C'est-à-dire le refus de voir le réel. Je suis sociologue, donc voilà, je regardais un peu les choses. Et là, on est totalement là-dedans. Soit les politiques, que ce soit, il faut bien le dire, une grande partie des Français, que ce soit un petit peu tout le monde. Il y a, on verra ça plus tard. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau, ou encore 1 an, monsieur le bourreau, et ainsi de suite. Et puis, finalement, c'est aussi quand même le déni qui reste... Enfin,
dette, déni, démographie. On regarde pas les choses. Beaucoup sur la retraite. Enfin, quand même, il n'y a pas besoin d'être grand statisticien pour voir ce qui est en train de se passer. On peut parler aussi de la dénatalité. Là encore, on est dans un dé. Enfin voilà, il y a tout ça quand même. Et tout ça se résume sur le mot de déclin. Et Théo parlait de la France 6e puissance. Quand je l'écoutais, je me disais merde. C'est là aussi où je vois que j'ai vieilli et que je suis plus vieux que vous. C'est que moi, quand j'étais à l'école, on parlait autour des 3e puissance, la France. Vous voyez aussi, le déclin, il est quand même énorme. Ouais. Et ça laisse un peu comme ça et on continue à s'engueuler sur des trucs qui ont assez peu d'importance. Donc c'était ça. Et accepter des compromis. Qui sont peut-être des compromissions et qui en tout cas ne Alors, mais là, globalement, je crois qu'à peu près tous les partis sont un peu à la même enseigne. C'est personne n'a de vision et personne ne propose des solutions. Alors, toujours facile, Raymond Aron disait, avant de critiquer, il faut que je me dise comment je ferai à leur place. Et c'est pas si simple que ça. Mais il faut toujours choisir entre... c'est aussi ce qu'il disait, il faut toujours choisir la solution la moins pire. Et là, j'ai l'impression que personne proposait une solution qui soit la moins pire. Donc ça laisse un peu... Je pense que c'est aussi pour ça que les Français sont un peu perdus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ainsi de suite. Et plus personne ne sait. Et je crois qu'il y a une importance de redonner une vision, une hiérarchie. C'est quoi les problèmes majeurs? Il n'y en a pas, il y en a 40, 50, 60. Mais il faut en rester sur 3 ou 4. On ne pourra pas agir sur 60 sujets. Donc il faut que les candidats disent, moi, mes priorités, c'est ça. Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il n'y en a pas plus. Quand il y a 37 priorités, il n'y a plus de priorités. Donc il faut dire les choses et que chacun puisse choisir en fonction de ces priorités-là. Elle me parle ou elle ne me parle pas. J'y crois ou j'y crois pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. Ça me fout la trouille ou pas. Et sans doute que toutes ces priorités, elles demanderont, je vais dire un gros mot, des efforts. C'est pas juste faire payer les riches, c'est pas juste faire payer un tel ou un tel. Tout le monde, on devra faire des efforts. Et ça, on ne le dit pas parce que c'est pas nécessairement c'est pas payant, c'est pas payant politiquement. Un D qui est celui du risque de la démagogie. Et du coup, du risque pour la démocratie. Ça fait 5 D. J'aurais rajouté un C, le courage. Et le courage, Réaction, oui. Moi, sur le budget, globalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le spectacle offert par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale depuis plusieurs semaines est déplorable. Alors je pense qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous disiez il y a un déni autour de la dette. Je pense pas, parce qu'il y a encore un sondage la semaine dernière au Doxa, il me semble, dans le Figaro, qui montrait que le sujet avait largement imprimé au sein de la population. Et il faut se rappeler, il y a 2-3 ans, on en parlait beaucoup moins. Donc on peut peut-être se féliciter de ça. Maintenant, c'est vrai que les tractations autour du budget, je pense, désintéressent complètement les Français et alimentent la défiance déjà immense envers la classe politique. Donc là, c'est vrai qu'on est sorti. Là, ça fait des semaines, on ne sait plus où on en est. Là, il y a par exemple la réforme des retraites qui n'est qu'un mini-sujet, mais qui est enlevée, qui est remise, qui est enlevée. On comprend plus rien. Personne ne comprend plus rien. Quand on parle souvent avec des députés, eux-mêmes ne comprennent pas, en fait, parce qu'il y a 1-2 techniciens dans les partis, mais en fait les autres votent. On leur dit de voter. Absolument. Donc en fait c'est un grand spectacle d'avant. Et malheureusement c'est encore une fois la France qui en paye le prix. Un mot, Théo Hamsadi. Oui, la question, elle est de savoir si ce PLFSS va résoudre une partie des problèmes des Français, une partie des problèmes du pays. Moi, je pense pas. Non. La hausse de la CSG, la suspension de la réforme des retraites, sont autant des signes qui font que ce PLFSS est un PLFSS de gauche, puisque Olivier Faure a un peu tenu Sébastien Lecornu à la main sur ce PLFSS-là. Moi, j'ai hâte d'une chose, c'est 2027, parce qu'enfin, en 2027, on aura un grand débat national autour de grandes priorités pour le pays. Vous avez parlé de 4 priorités. Moi, effectivement, j'en vois 4. J'en vois migratoire, sécuritaire, éducative et financière. Et santé. J'en mets 5 alors. Ou migratoire et sécuritaire peuvent être dans le même panier. En tout cas, voilà, 2027 sera le moment, je pense, pour le pays de se saisir de ces grands débats-là, de proposer un projet de fond avec une clarification qui sera nécessaire derrière un cap, derrière une ligne, derrière une personne, en tout cas pour ma part et pour mon camp. Mais vous pensez que les Français vont y croire encore une fois, qu'on va leur promettre des choses qui ne sont pas tenues depuis en fait, X années, si je suis engagé en politique et que je vous dis que les gens ne croiraient plus ce que moi je dirais ou ce que le candidat que je vais défendre dira, je ne serai pas là devant vous à parler. Donc moi je pense qu'effectivement à partir du moment où un candidat parlera avec sincérité, moi j'en vois autour de moi, je vois des personnalités qui sont très sincères dans mon parti. Est-ce qu'aujourd'hui ça suffit ?
Je pense que quand on parle au cœur des gens... La sincérité, la naïveté, ça... J'ai tendance à croire que oui, notamment si je prends l'exemple de, une fois n'est pas coutume, de Bruno Retailleau à Beauvau. La droite était dans un état, et on va pas se cacher, qui était un peu bas, et c'est un euphémisme que de le dire. Quand Bruno Retailleau est arrivé à Beauvau, qu'il a dit les termes sur l'immigration, sur l'insécurité, sur le narcotrafic, sur Mayotte aussi, sur la Corse. Oui, mais il a fait quoi, pardon? Oui, il a été très bien dans ses propos. Désolé, mais les séjours irréguliers aujourd'hui sont en baisse pour la première fois depuis longtemps. La France est le premier pays en Europe sur les retours à la frontière. Donc il y a eu des choses, après, dans un contexte qui était très fermé pour lui. Mais quand il a parlé avec sincérité, il gagnait des points dans les sondages. Non pas pour gagner des points, mais parce que les Français se sont dit, en fait, il y a quelqu'un à droite, a fortiori, qui parle avec sincérité et qui en plus a des chiffres positifs à son appui. Donc je pense qu'avec sincérité, en étant droit dans ses bottes, avec une ligne claire incarnée par un seul homme, en 2027, il y aura moyen de proposer quelque chose de bon aux Français. Andrea Cotarac, c'est étonnant, c'est-à-dire que... à juste titre, vous expliquez que ce budget de la sécurité sociale, c'est un budget de gauche. Votre parti de droite a voté pour. De Laurent Wauquiez. Des députés. Donc, grâce à vous, ou à cause de vous surtout, ce budget est passé. Maintenant, c'est pas ni de gauche ni de droite, c'est que c'est un mauvais budget. C'est un mauvais budget. Bien sûr que c'est un mauvais budget. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de démocratie. Les Français n'y croient pas parce qu'ils ont sanctionné les macronistes aux européennes, aux législatives. Les Français ne veulent plus des macronistes. Ils veulent tourner cette page. Et l'autre D qui est en conséquence, puisque ce budget macroniste est passé, c'est la dépression. Les Français sont déprimés à l'idée de voir que ces macronistes, grâce au Parti Socialiste et grâce au LR, font passer les mêmes recettes. Parce que moi, je suis d'accord pour faire des efforts. Mais les efforts sur qui, pourquoi ? L'Union européenne, est-ce qu'on peut lui baisser les subventions, oui ou non, comme les autres pays? Bon, il n'y a pas d'effort pour Mme von der Leyen, on lui donne notre argent. Les efforts sur les politiques migratoires, les efforts sur les impôts. Ce budget de M. Lecornu propose 19 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires pour les Français. Bon, et 28 milliards de dépenses supplémentaires. Est-ce que l'État, lui, peut faire des efforts? Donc, nous, on a proposé un contre-budget. Je ne serai pas aussi dur avec les députés. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il y a eu vraiment une réflexion qui a été faite de LFI jusqu'au Rassemblement national avec des contre-budgets et des priorités. Ça, c'est certain. Maintenant, ce budget ne répondra à rien en matière de santé, en matière de retraite pour les Français. Votre coup de gueule, rapidement, ou coup de cœur plutôt, de quelqu'un qui ne marche pas ses mots. J'avais préparé un coup de cœur pour les agriculteurs. Oui, bon, vous pouvez le dire, mais c'est vrai qu'on a traité le sujet avec les virus, l'été, les troupeaux. Mercosur, etc. Donc je voulais leur rendre un coup de cœur généralisé, mais je sais que Sud Radio les défend très souvent. Absolument. Et moi-même ici, je les ai défendus à plusieurs reprises. Donc je vais prendre un peu de légèreté. C'est-à-dire qu'on a parlé de budget à l'instant. Et hier a été remis le prix de l'humour politique, le grand prix de l'humour politique, qui témoigne quand même qu'on est un peuple créatif, un peuple qui sait reprendre, refléter, opérer des métaphores. Et justement, le prix a été gagné par un sénateur qui justement avait expliqué qu'il serait très difficile de monter un budget, en tout cas que c'était plus compliqué de monter un meuble Ikea que de faire ce budget. Donc on a cette capacité-là et je pense que les hommes et les femmes... C'est plus compliqué de faire le budget que de monter un meuble Ikea. Exactement. Voilà. Je crois que l'humour est aussi extrêmement important en politique parce que elle fait passer des idées. Et par l'humour, on retient justement une idée. Je sais que Jordan Bardella a lui aussi obtenu un prix lorsqu'il s'est attaqué à M. Retailleau, expliquant que M. Retailleau avait exclu plus de personnes DLR que de clandestins à Beauvau. Mais ce sont des idées un peu d'humour, mais qui témoignent de choses sérieuses. Donc on a un peuple créatif et même dans une situation aussi triste et déprimante qu'elle l'est aujourd'hui, je pense qu'on a quand même un personnel politique qui est assez amusant. Merci à tous les quatre. Merci de ces débats et on se retrouve nous dans un instant pour parler de Warner, ce géant du cinéma, ce géant d'Hollywood qui va être racheté peut-être par Netflix. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.